Une fillette de 7 ans appelle le 911, « Au secours, mon beau-père veut me faire du mal ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'automne traversait les fenêtres en saillie du 347 rue Marlborough, projetant de longues ombres sur les planchers de bois franc impeccablement cirés, dans ce que les agents immobiliers aiment appeler une maison de ville bostonienne classique. Sophie Anderson, 7 ans, était assise à l'îlot de la cuisine, les jambes ballantes depuis le haut tabouret, et regardait sa mère, Claire, arranger un vase de pivoine fraîche, les fleurs préférées de Marcus. « Souviens-toi, ma chérie, dit Claire en ajustant une fleur d'un rose pâle, le docteur Sullivan vient encore dîner ce soir. » Elle parlait d'un ton faussement décontracté, mais Sophie remarqua que les mains de sa mère s'attardaient un peu trop longtemps sur chaque fleur, trahissant sa nervosité. « Tu seras bien sage, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça, même si son estomac se noua à la mention de son nom. Le docteur Marcus Sullivan venait dîner 2 fois par semaine depuis déjà 3 mois, depuis qu'il avait commencé à soigner Claire pour ce qu'elle appelait ses « jours tristes », cette profonde dépression qui avait suivi la mort du père de Sophie 2 ans auparavant. « Je peux aller dans ma chambre jusqu'au dîner ?» demanda Sophie en glissant du tabouret. Ses nouveaux jouets étaient encore éparpillés sur le sol de sa chambre après la séance de jeu de l'après-midi, et elle savait ce que le docteur Sullivan pensait du désordre. La dernière fois, il s'était arrêté sur le seuil de sa porte en commentant à quel point le désordre dans l'environnement extérieur d'un enfant reflétait souvent un chaos émotionnel intérieur. La façon dont il l'avait dit avait fait se sentir Sophie comme examinée au microscope. « Bien sûr, ma chérie. Mais avant… » Claire s'essuya les mains avec un torchon de cuisine et s'agenouilla devant Sophie, lissant ses boucles brunes rebelles. « Je voulais te parler de quelque chose d'important. » Elle hésita et Sophie vit cette ombre familière traverser le visage de sa mère, celle qui apparaissait chaque fois qu'elle allait dire quelque chose à propos de tourner la page, de guérir, de leur nouvelle normalité. Le docteur Sullivan a demandé s'il pouvait commencer à enregistrer nos conversations pendant le dîner, poursuivit Claire d'une voix douce mais ferme. Il pense que cela pourrait nous aider à suivre nos progrès en tant que famille. Ça t'irait ? La poitrine de Sophie se serra. Elle pensa aux yeux bleus intenses du docteur Sullivan, à la façon dont il semblait tout remarquer, la manière dont elle tenait sa fourchette, le nombre de fois où elle regardait sa mère pendant les repas, si elle finissait son assiette. Et maintenant, il voulait enregistrer tout ça. Pourquoi ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Claire sourit, mais ce sourire n'atteignit pas vraiment ses yeux. C'est une nouvelle technique thérapeutique qu'il développe. Il dit que parfois, les familles ne remarquent pas leur propre schéma d'interaction et que revoir les enregistrements peut aider à identifier les domaines où l'on peut améliorer la communication. Elle serra doucement les épaules de Sophie. « Il essaie vraiment de nous aider, ma chérie. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Sophie le savait. Tout le monde savait que le docteur Marcus Sullivan était une sorte de célébrité locale dans la communauté médicale de Boston. Son cabinet était spécialisé dans l'aide aux enfants endeuillés et sa liste d'attente s'étalait sur plusieurs mois. Claire avait dû rappeler toutes les faveurs possibles au cabinet d'avocat où elle travaillait pour obtenir un rendez-vous. L'article de magazine encadré dans le bureau du docteur le qualifiait de « chuchoteur d'enfants » et louait ses approches novatrices en thérapie familiale. Mais rien de tout cela n'expliquait la sensation glaciale qui s'emparait de Sophie quand il posait sur elle ce regard analytique ou le fait que son sourire ne semblait jamais s'accorder avec l'expression de ses yeux. « D'accord », finit par dire Sophie, parce qu'elle savait que c'était la réponse que sa mère attendait. « Est-ce que je peux aller ranger ma chambre maintenant ?» Claire embrassa son front. « C'est ma fille. Le dîner est à 18h30 précise. » Dans sa chambre, Sophie ramassa mécaniquement ses jouets, les disposant avec précision sur ses étagères. En bas, elle entendait sa mère fredonner en préparant le repas, un plat français sophistiqué que le docteur Sullivan apprécierait. Le bruit du minuteur de cuisine se mêlait au léger clic de ses talons sur le plancher, créant un rythme qui aurait dû être réconfortant dans sa domesticité. Pourtant, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser au dernier dîner de famille, lorsque le docteur Sullivan lui avait demandé de parler de ses rêves. Pas des rêves habituels dont les adultes parlent aux enfants, ce qu'elle voulait faire plus tard, ou ses espoirs pour la rentrée scolaire. Non, il s'était intéressé à ses cauchemars. Les enfants qui ont vécu un deuil traitent souvent leur chagrin par leur subconscient, avait-il expliqué à Claire tout en fixant Sophie du regard. Le contenu de leurs rêves peut fournir des informations précieuses sur leur état psychologique. Sophie avait menti ce jour-là, en disant qu'elle ne se souvenait pas de ses rêves. Elle ne pouvait pas leur parler de ce cauchemar récurrent où elle était enfermée dans une boîte de verre,
hurlant à l'aide tandis que les gens passaient devant sans l'entendre. Elle ne pouvait surtout pas leur dire que, dans les versions récentes de ce rêve, le docteur Sullivan se tenait parmi les passants, prenant des notes sur un clipoir argenté. La sonnerie de la porte la fit sursauter. Par la fenêtre de sa chambre, elle vit la Tesla noire du docteur Sullivan garée devant la maison, sa carrosserie élégante reflétant le soleil de fin d'après-midi. Il était en avance. Il l'était toujours, précisément 12 minutes avant l'heure fixée. Sophie avait commencé à compter. Elle entendit les pas rapides de sa mère vers la porte, l'accueil chaleureux, le murmure feutré de 2 voix d'adultes, puis, avec une lenteur délibérée qui faisait de chaque pas le compte à rebours, des bruits de pas dans l'escalier. « Sophie ?» La voix du docteur Sullivan traversa la porte de sa chambre, douce comme du miel mais tout aussi collante. « Puis-je entrer un instant ? J'ai apporté quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Sophie jeta un coup d'œil à ses étagères parfaitement ordonnées, à son lit fait au carré, cherchant le moindre signe de désordre qu'il pourrait commenter. Ne trouvant rien, elle prit une grande inspiration. « Oui, docteur Sullivan. » La porte s'ouvrit et il apparut, grand et élégant dans son costume gris charbon, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, tenant un petit appareil argenté dans ses mains manucurées. Son sourire était aussi précis que tout le reste chez lui. « Je pensais que tu aimerais voir le matériel d'enregistrement que nous allons utiliser, dit-il en entrant dans la pièce. Il est très sophistiqué, il capte même les murmures les plus discrets. » Il le lui tendit, et Sophie remarqua le léger tremblement de ses doigts, comme une forme d'excitation. « C'est pour nous aider à devenir une meilleure famille, ajouta-t-il, ses yeux bleus rivés sur elle. « Et tu veux aider ta mère à être heureuse de nouveau, n'est-ce pas, Sophie ?» La façon dont il prononça son nom donnait l'impression d'un diagnostic. Les changements s'installèrent progressivement, comme des ombres qui s'allongent sur un mur si lentement qu'on ne les remarque pas avant que la pièce ne soit plongée dans l'obscurité. Au moment où le docteur Sullivan, désormais simplement Marcus, depuis le mariage, il y a 3 semaines s'installa dans leur maison de ville, Sophie connaissait déjà par cœur la liste croissante de ses règles. Pas de conversation pendant les repas à moins d'y être invité. Pas de courses dans la maison. Pas d'amis à la maison sans un préavis d'au moins 3 jours. Pas de pleurs devant les autres. Et surtout, ne pas discuter des affaires de la famille avec des personnes extérieures. Les dynamiques familiales sont délicates, expliquait souvent Marcus à Claire d'une voix posée, celle qui rendait tout raisonnable et scientifique. Les influences extérieures peuvent perturber le processus de guérison. C'était un mardi après-midi gris lorsque Marcus présenta ce qu'il appela le « temps de méditation ». Sophie était assise à la table de la cuisine, absorbée par ses devoirs de mathématiques, quand il apparut à côté d'elle, son sempiternel carnet argenté dans la main. « J'ai observé tes schémas d'anxiété, Sophie, dit-il en tirant la chaise à côté d'elle. Les pieds raclèrent le sol dans un bruit strident, semblable à des ongles sur du verre. Ta mère m'a dit que tu avais encore du mal à dormir. » Sophie garda les yeux baissés sur ses tables de multiplication. Elle n'avait pas parlé de ses nuits blanches à sa mère, ni du fait qu'elle restait allongée, immobile, à écouter les bruits de pas de Marcus dans son bureau au-dessus de sa chambre, le ronronnement du logiciel d'enregistrement qu'il laissait tourner tard dans la nuit. « J'ai développé une nouvelle technique thérapeutique, continua Marcus, ajoutant une note dans son carnet. Elle est tout à fait révolutionnaire. Le milieu universitaire s'intéresse déjà beaucoup à mes premiers résultats. » Il tendit la main et referma son livre de mathématiques, l'obligeant à le regarder. « Nous allons commencer par 15 minutes aujourd'hui, de petits pas pour augmenter progressivement ta tolérance. » Son sourire ne parvint pas à ses yeux, comme d'habitude. « Tu veux bien m'aider dans mes recherches, Sophie ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il la conduisit jusqu'au dressing de son bureau. Sophie n'avait jamais eu le droit d'entrer ici. C'était l'une des nombreuses pièces que Marcus s'était appropriées comme espace professionnel après son emménagement. Le placard était vide, à l'exception d'une petite chaise en bois. « L'esprit est comme un jardin », expliqua Marcus en plaçant la chaise face au mur du fond. « Parfois, il faut instaurer l'obscurité pour que de nouvelles prises de conscience germent. » Il consulta sa montre. 15 minutes de méditation silencieuse. Pas de parole, pas de mouvement. Concentre-toi seulement sur ta respiration et les pensées qui te viennent. La porte se referma dans un léger clic, et Sophie se retrouva plongée dans une obscurité totale. Au début, elle essaya de faire ce qu'il disait, respirer et penser à des choses apaisantes. Mais l'obscurité semblait lui écraser les yeux comme une lourde couverture, et le silence était si absolu qu'elle entendait ses propres battements de cœur résonner dans ses oreilles. « Marcus » appela-t-elle au bout d'un temps qui lui parut des heures. « Je n'aime pas ça. »
Sa voix lui parvint au travers de la porte, clinique et détachée. Notez l'heure de la première résistance verbale, 7 minutes, 12 secondes. Poursuivre la séance. La respiration de Sophie s'accéléra. Elle sentait les parois du placard se refermer sur elle et percevait le grattement du stylo de Marcus, qui prenait des notes sur sa peur. Lorsqu'elle essaya de se lever, ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'agripper à la chaise pour ne pas tomber. « S'il te plaît, laisse-moi sortir. » Intéressant, murmura Marcus de l'autre côté de la porte. Deuxième protestation verbale à 12 minutes, 40 secondes. Réponse de stress accrue perceptible dans la voix. Quand la porte s'ouvrit enfin, Sophie cligna des yeux, éblouie par la lumière soudaine. Marcus se tenait dans l'embrasure, carnet argenté à la main, l'observant de ce regard familier où perçait une fascination clinique. « Des progrès excellents, dit-il en l'aidant à sortir du placard. Sa main sur son épaule lui parut glaciale à travers son pull. « Nous passerons à 20 minutes demain. Ta mère sera très fière de ta participation à mes recherches. » Ce soir-là, lorsque Claire rentra du travail, Marcus lui décrivit la séance d'un tout autre ton. « Sophie a fait des merveilles pour sa première séance de méditation, dit-il pendant le dîner, en découpant son saumon en carrés parfaitement réguliers. Nous travaillons des techniques de pleine conscience pour l'aider à gérer son anxiété. »« Oh, ma chérie, c'est formidable, » s'enthousiasma Claire en souriant à Sophie. « Je suis tellement reconnaissante qu'il t'aide, Marcus. Je me faisais tant de soucis à cause de tes peurs depuis ?» Bien sûr, l'interrompit Marcus d'une voix douce. C'est pourquoi la documentation est cruciale. Il faut consigner chaque étape de ses progrès. Il se tourna vers Sophie, ses yeux bleus étincelants. Veux-tu raconter à ta mère ce que tu as appris aujourd'hui ? Sophie baissa les yeux vers son assiette, remuant sa nourriture sans la manger. Elle sentait le regard de Marcus peser sur elle, enregistrant chaque mouvement de sa fourchette dans son esprit pour un compte-rendu ultérieur. J'ai appris à me taire, murmura-t-elle finalement. Excellente observation. Marcus nota quelque chose dans le petit carnet qu'il gardait toujours à côté de son assiette. Demain, nous allons travailler l'allongement de la capacité de tolérance, en renforçant la résilience par une exposition contrôlée. C'est passionnant, d'un point de vue scientifique. Plus tard dans la nuit, Sophie resta éveillée, écoutant Marcus et sa mère discuter dans son bureau. Leur voix lui parvenait par la bouche d'aération. Elle manifeste des comportements d'évitement classiques, disait Marcus. La méditation dans le noir est une technique éprouvée pour affronter les réponses traumatiques de l'enfance. Mes collègues de Harvard y portent un vif intérêt. Mais es-tu sûr que ce n'est pas trop intense ? Répondit Claire d'un ton inquiet. Elle m'a semblé très silencieuse pendant le dîner. Claire, ma chérie, il faut faire confiance au processus. Chaque réaction, chaque réponse, tout est une donnée précieuse. Sophie nous aide à comprendre comment les enfants gèrent la peur et le deuil. Elle contribue à une recherche scientifique importante. Il y eut un instant de silence, puis des bruits de papier qu'on déplaçait. Maintenant, à propos de l'extension de tes horaires au cabinet. Sophie remonta sa couverture sur sa tête, tentant de ne plus entendre ses voix. Dans l'obscurité sous ses draps, elle avait l'impression d'être de nouveau dans le placard. Elle se demanda si Marcus enregistrait aussi cela, son rythme cardiaque, sa respiration, la façon dont ses mains tremblaient en serrant son lapin en peluche. Le lendemain, elle aurait 20 minutes d'obscurité. Le surlendemain, sans doute plus. Sophie ferma les yeux et essaya de s'exercer à être silencieuse, immobile, le sujet de recherche idéal pour Marcus. Au-dessus d'elle, le léger ronronnement du matériel d'enregistrement se prolongea tard dans la nuit. Depuis l'installation de Marcus, Sophie n'avait plus invité un seul ami à la maison, ce qui rendait l'invitation de Cathy à une soirée pyjama d'autant plus surprenante. Elle se tenait à la table du petit déjeuner, retenant presque son souffle, tandis que Marcus étudiait la note écrite à la main par la mère de Cathy. « Proposition intéressante, dit-il enfin en posant le mot à côté de son café. Peut-être est-il temps de documenter les schémas d'interaction en contexte amical. » Il griffonna rapidement une note dans son carnet avant de regarder Claire. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?» Claire leva les yeux de son ordinateur portable, où elle répondait déjà à des emails matinaux pour le cabinet d'avocats. « Je crois que ce serait merveilleux que Cathy vienne. Elles sont amies depuis la maternelle et elle n'est pas venue depuis si longtemps. » Vendredi soir, alors, décréta Marcus en écrivant de nouvelles notes. « Je travaillerai depuis la maison, simplement pour observer, évidemment. Les dynamiques de l'amitié chez l'enfant dans le contexte d'une réorganisation familiale sont particulièrement pertinentes pour mes recherches actuelles. » Le vendredi soir,
Cathy arriva vêtue d'un pyjama rose à licorne, un sac de couchage brillant sous le bras, tout excitée à l'idée des activités prévues. Sophie ressentit un vrai élan de bonheur pour la première fois depuis des semaines. « Maman nous a acheté de la pâte à cookies à faire cuire », annonça Cathy en serrant Sophie dans ses bras. « Et j'ai apporté la Reine des Neiges à regarder. » « Bonsoir, Cathy, fit la voix de Marcus, coupant l'enthousiasme de la fillette comme un couteau dans la glace. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, carnet en main. « J'ai préparé une tisane spéciale pour vous deux. C'est notre rituel du soir en famille, quelque chose que j'ai mis au point pour favoriser la détente et le lien social. » L'estomac de Sophie se noua. Elle reconnut la théière bleue en céramique qu'il réservait à ses mélanges thérapeutiques. Dans son bureau, Marcus versa le liquide doré dans des tasses blanches délicates. Cette infusion particulière, expliqua-t-il en les observant intensément, contient de la camomille, de la lavande et plusieurs autres herbes soigneusement sélectionnées. Je consigne les effets de ce mélange sur la réduction du stress chez les enfants. Cathy porta gaiement la tasse à ses lèvres, toujours partante pour faire comme les grands. Sophie, horrifiée, regarda son amie boire, sachant ce qui arriverait, mais incapable de l'avertir. Ça a un drôle de goût, fit Cathy après quelques gorgées, le visage grimaçant. Intéressant, murmura Marcus, son stylo filant sur le papier. Réaction initiale de rejet de la saveur. Veuillez continuer, Cathy. Les pleins bénéfices thérapeutiques nécessitent une consommation complète en 1 heure. Cathy fut prise de violents maux de ventre. Sophie lui tenait les cheveux pendant qu'elle vomissait, écoutant Marcus expliquer calmement à la mère de Cathy, affolée au téléphone, que cela devait être quelque chose qu'elles avaient mangé plus tôt. L'intoxication alimentaire peut se déclencher très rapidement chez les enfants, disait-il de son ton d'expert que les adultes ne remettaient jamais en question. Oui, bien sûr, je comprends. Je l'aurai prête à repartir dans 20 minutes. Après le départ de Cathy, Marcus passa des heures dans son bureau à transcrire ses notes. Sophie resta allongée dans son lit, se souvenant de la manière dont il avait observé la détresse de Cathy avec ce regard froid et calculateur, murmurant parfois dans son micro-enregistreur. Sujet présentant pâleur accrue, détresse gastro-intestinale environ 47 minutes après ingestion. Réponse anxieuse notable chez le sujet témoin, Sophie. Le lendemain matin, Claire lut le courriel de la mère de Cathy pendant le petit déjeuner. « Il pense qu'il vaut mieux que Cathy ne vienne plus dormir ici, dit-elle, déçue. Apparemment, elle a été malade tout le week-end. C'est vraiment dommage. Le système immunitaire des enfants est très imprévisible, commenta Marcus en remuant son café. Sophie, veux-tu un peu de thé? J'ai légèrement modifié la préparation pour mes recherches, bien sûr. Sophie fixa la théière bleue, les mains tremblantes sous la table. Notez l'heure, dit Marcus à voix basse dans son enregistreur. Le sujet manifeste clairement un refus face au stimulus proposé. Début de la phase 2 de l'étude sur l'isolement social. Cette nuit-là, Sophie descendit à la cuisine et trouva la théière bleue dans le lave-vaisselle. Alors qu'elle s'en saisissait, curieuse de comprendre ce qui était arrivé à Cathy, elle entendit la voix de Marcus dans son dos. Curieuse de découvrir mes méthodes de recherche, Sophie? Elle se retourna. Il se tenait dans l'embrasure, son carnet argenté brillant dans l'obscurité. Je trouve les réactions des enfants face aux menaces perçues tout à fait fascinantes, poursuivit-il en avançant. La façon dont la peur façonne le comportement crée de nouveaux chemins neuronaux. Il ouvrit son carnet. Souhaites-tu m'aider à documenter cette rencontre nocturne? Pour la science. Sophie s'enfuit dans sa chambre, poursuivie par le rire feutré de Marcus. Le sujet démontre une réponse de fuite ou de combat, murmura-t-il au loin dans son enregistreur. Recommandation, intensifier le stimulus lors de la prochaine phase de l'étude. Corrélation possible entre l'absence parentale et l'obéissance du sujet. Le lendemain matin, la théière bleue trônait à nouveau sur la table du petit déjeuner, la vapeur s'échappant de son bec comme une mise en garde. Février apporta ses couchers de soleil prématurés et ses ombres longues dans leur maison de ville de Boston. Sophie s'habituait au silence qui régnait désormais dans la maison, mais pas au miroir. Ils apparurent progressivement, d'abord un grand, dans le couloir, puis d'autres, plus petits, disposés apparemment au hasard au-dessus de son bureau, près de son lit, dans les coins de pièces où leurs reflets captaient des mouvements inattendus. Modification de l'environnement, poursuivit Marcus en dictant ses observations un soir, tout en ajustant un nouveau miroir dans la chambre de Sophie. Le sujet fait preuve d'une conscience grandissante de l'autosurveillance. Sophie était assise sur son lit, l'observant au travers du reflet d'un autre miroir. Désormais, chaque pièce offrait au moins 2 angles de vue,
créant des reflets infinis qui lui donnaient l'impression d'être observé de partout. Sais-tu pourquoi les miroirs sont si importants dans le développement psychologique, Sophie ? Demanda Marcus en se tournant vers elle avec son sourire clinique familier. Il nous aide à comprendre comment les autres nous perçoivent. Aujourd'hui, nous allons tenter quelque chose de nouveau dans mon bureau, une séance de thérapie un peu spéciale. Le mot « thérapie » faisait désormais frémir Sophie. Elle le suivit jusqu'à son bureau, où il avait tout transformé depuis le matin. Des miroirs de tailles diverses couvraient chaque mur, disposés à des angles légèrement différents. Au centre de la pièce, il y avait une seule chaise en bois. « Assieds-toi », ordonna Marcus en fermant la porte. La séance d'aujourd'hui portera sur la perception de soi et la dissolution de l'identité. C'est une recherche tout à fait révolutionnaire. Sophie s'assit, aussitôt entourée de multiples reflets d'elle-même. Chaque miroir offrait un angle différent, formant un kaléidoscope de Sophie, toutes semblant aussi prisonnières les unes que les autres. Nous commencerons avec 30 minutes, précisa Marcus en plaçant sa caméra dans un coin. Je veux que tu regardes chaque reflet et que tu me dises ce que tu vois. Ne détourne pas les yeux. N'oublie pas, tout cela est pour la science. Les minutes s'étirèrent. Sophie fixait ses reflets qui commençaient à vaciller et à se déformer à mesure que ses yeux se fatiguaient. Parfois, dans un coin de miroir, elle croyait apercevoir Marcus se déplacer derrière elle, prenant des notes, ajustant son matériel. Fascinant, murmura-t-il en parlant dans son micro. Le sujet présente des signes précoces de dissociation. Notez l'heure, 17 minutes de séance. Sophie essaya de se concentrer sur un seul reflet, mais ils semblaient tous faux, comme des étrangers portant son visage. Sa tête se mit à tourner. « Je ne me sens pas bien », chuchota-t-elle. « Continue d'observer », ordonna Marcus. « Dis-moi, Sophie, quel reflet est le vrai ? Comment le sais-tu » Les larmes coulèrent sur ses joues, se multipliant à l'infini dans les miroirs. Chaque reflet paraissait pleurer différemment, certains en silence, d'autres manifestant une détresse évidente. Sophie ne savait plus quel visage correspondait à la réalité. Notez l'augmentation de la détresse émotionnelle à 24 minutes, dit Marcus. Le sujet présente des symptômes classiques de dépersonnalisation induite par les miroirs. Matériel de recherche exceptionnel. Lorsque Claire rentra ce soir-là, Marcus décrivit la séance d'une toute autre manière. « Nous avons fait d'excellents progrès aujourd'hui en conscience de soi », expliqua-t-il pendant le dîner. Sophie m'aide à mettre au point de nouvelles techniques thérapeutiques pour les enfants en deuil. « C'est formidable », s'exclama Claire, en pressant la main de Sophie. « Je suis tellement fière que tu participes aux recherches de Marcus, ma chérie. » Sophie garda les yeux fixés sur son assiette, fuyant les miroirs décoratifs que Marcus avait installés dans la salle à manger. Elle sentait son regard, direct ou via les reflets, toujours en train de l'observer et de prendre des notes. Cette nuit-là, elle recouvrit le miroir de sa chambre d'une couverture. Le lendemain matin, la couverture avait disparu et un miroir encore plus grand avait été installé juste en face de son lit. Poursuite de la modification de l'environnement, entendit-elle Marcus dicter dans le couloir. Le sujet manifeste une volonté d'évitement croissante. Recommandation, intensifier l'exposition. Sophie ferma les yeux, mais ressentait encore le poids de tous ces regards reflétés, autant de versions d'elle-même piégées dans les miroirs de Marcus, chacune hurlant en silence un appel à l'aide qui ne viendrait pas. Les cartons d'invitation étaient en papier crème avec une écriture dorée, annonçant « La fête d'anniversaire de Sophie Anderson pour ses « en lettres élégantes ». Marcus avait insisté pour inviter toute sa classe, 24 enfants plus leurs parents. C'était, expliquait-il à Claire, une excellente occasion d'observer le développement social de Sophie dans un contexte de groupe contrôlé. J'ai tout organisé, leur dit-il au petit déjeuner, 3 jours avant la fête. L'animation, le traiteur, bien sûr, une surprise très spéciale. Il nota quelque chose dans son carnet tout en posant sur Sophie ce regard analytique dont il avait le secret. Ta mère et moi avons décidé que Whisker pourrait participer à la fête. Sophie se dérida un peu en entendant le nom de son chat. Whisker était l'une des rares consolations qui lui restaient, un chat tigré gris qui vivait avec elle depuis avant la mort de son père. Depuis peu, Marcus le cantonnait au sous-sol sous prétexte d'allergie, autorisant seulement de brèves visites surveillées, qu'il documentait méthodiquement. Le jour de la fête arriva, radieux mais glacial. La maison avait été transformée avec des décorations qui rappelaient davantage une conférence scientifique qu'un anniversaire d'enfant. Tout était disposé selon des motifs géométriques précis, des miroirs placés de façon à maximiser la conscience spatiale lors des interactions sociales, comme l'expliqua Marcus aux premiers parents arrivés.
Sophie accueillait les invités dans la robe choisie par Marcus, bleu marine à col blanc, appropriée à l'observation comportementale. Elle le vit aller et venir parmi les parents, les charmant avec ses références et ses allusions à ses recherches à Harvard. « Maintenant !» annonça Marcus une fois tout le monde arrivé, debout dans le salon, carnet en main. « J'ai préparé une activité très spéciale. Les enfants, veuillez vous rassembler ici. » Il se tenait devant le groupe, fier. « Nous allons jouer à retrouver Whisker. Le chat est caché quelque part dans la maison. Le premier enfant qui le trouve gagne un prix spécial. » Le cœur de Sophie se serra. Elle n'avait pas vu Whisker de la journée. Les enfants se dispersèrent, tout excités à l'idée de chercher le chat. Sophie, elle, courut de pièce en pièce, appelant Whisker avec de plus en plus d'angoisse. Elle vérifia tous les coins préférés du chat, sous les lits, derrière les rideaux, sur les rebords de fenêtres ensoleillées. Rien. Notez la réponse de stress élevée du sujet, entendit-elle Marcus murmurer dans son enregistreur alors qu'elle passait près de lui. Mise en place réussie du protocole d'anxiété de séparation. Les heures passèrent, la fête se poursuivit avec gâteaux et jeux, mais Sophie n'y prêtait pas attention. Son regard fouillait sans cesse les recoins, les ombres, à l'affût d'un signe de pelage gris. Les parents commencèrent à revenir chercher leurs enfants, commentant à quel point la fête avait été formidable. Whisker, lui, restait introuvable. Il ressortira quand il aura faim, l'assura Claire ce soir-là en l'aidant à ranger. Il a sans doute été effrayé par tout ce bruit. Mais Whisker ne réapparut pas cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Sophie ne dormait plus, guettant un miaulement ou un bruit de pattes sur le plancher. Le jour, elle passait des heures à chercher le chat, sous le regard attentif de Marcus qui prenait des notes sur son processus de deuil. Détérioration émotionnelle, remarqua-t-il, fasciné, en discutant avec Claire lors du dîner du 3e soir. Le manque d'un animal familier peut déclencher des réactions psychologiques remarquables. Le 4e matin, Sophie descendit et trouva Whisker assis dans la cuisine, mangeant tranquillement dans sa gamelle comme s'il n'était jamais parti. Chronométrage remarquable, nota Marcus dans son carnet, tandis que Sophie se jetait sur le chat en sanglotant de joie. Le sujet manifeste une libération émotionnelle intense lors des retrouvailles avec l'objet d'attachement. Durée de la réponse d'anxiété de séparation, environ 72 heures. Excellente donnée pour l'étude sur l'attachement. Cette nuit-là, Sophie garda Whisker blotti contre elle, écoutant son ronronnement. Au travers de la bouche d'aération, elle entendait encore Marcus dans le bureau, au-dessus, déclarer. Fin de la première phase de l'étude sur l'anxiété de séparation. Le sujet a présenté tous les symptômes classiques, perturbation du sommeil, perte d'appétit, instabilité émotionnelle. Recommandation, passer à la phase 2 avec une durée de séparation prolongée. Sophie enfouit son visage dans le pelage de Whisker, essayant de ne pas penser à l'endroit où il avait pu être pendant ces 3 jours, ni pourquoi son pelage sentait l'antiseptique qu'utilisait Marcus dans son bureau. Dans le miroir du couloir, elle aperçut Marcus qui passait devant sa porte, son carnet argenté à la main et son sourire froid, clinique, qui n'atteignait jamais ses yeux. C'est mademoiselle Henderson qui remarqua les premiers changements chez Sophie, pendant le « cercle du matin ». Autrefois si enthousiaste, la petite restait désormais silencieuse, les épaules affaissées, le regard rivé sur le tapis coloré de la classe. Invitée à parler de son week-end, Sophie murmurait quelques mots, comme si elle était enregistrée. « Je suis juste restée à la maison. Marcus, mon beau-père, il dit que c'est mieux d'observer que de participer. » Lors de la réunion parents-prof de début mars, mademoiselle Henderson rencontra Marcus Sullivan pour la première fois. Il arriva 12 minutes en avance, comme toujours, une mallette en cuir à la main, Claire pressant le pas pour le suivre. « Je m'intéresse tout particulièrement à l'environnement scolaire de Sophie, expliqua-t-il d'un ton assuré, en s'installant sur la petite chaise. En fait, je mène une étude passionnante sur l'adaptation sociale de l'enfance en milieu éducatif. » Son stylo ne cessait de gratter le papier de son carnet pendant qu'il parlait. « J'aimerais faire du bénévolat lors de certains événements scolaires, pour la recherche, bien entendu. » C'est ainsi que Marcus commença à apparaître dans les événements de l'école, d'abord au concert de printemps, où il s'assit au dernier rang avec son enregistreur argenté, notant ce qu'il appelait les réponses d'anxiété de groupe. Puis il se porta volontaire pour accompagner les sorties scolaires, toujours avec son carnet, toujours en train d'observer. Le spectacle de fin d'année fut son idée, le petit chaperon rouge, mais avec ce qu'il appelait des modifications thérapeutiques. J'ai adapté le texte pour explorer les réponses de peur chez l'enfant, expliqua-t-il au directeur, d'un ton parfaitement rassurant.
Tout est sans danger, bien sûr. Les données recueillies seront inestimables pour ma recherche. Sophie obtint le rôle du petit chaperon rouge. Marcus insista, mettant en avant l'opportunité unique d'une exposition contrôlée à la peur, en public. Pendant les répétitions, il restait au fond de la salle, prenant des notes sur chaque hésitation, chaque tremblement dans la voix de Sophie. Le soir de la représentation, les parents remplirent l'auditorium de l'école, smartphone en main pour immortaliser les prestations de leurs enfants. Marcus, lui, avait mis en place un équipement professionnel, des caméras à plusieurs angles et des micros cachés pour capter le moindre son. Sophie entra sur scène, portant la cape rouge que Marcus avait spécialement conçue. Elle était trop lourde, doublée d'un matériau qui l'alourdissait sur ses épaules. Les projecteurs l'aveuglaient, l'empêchant de voir clairement le public, mais elle sentait le regard de Marcus, enregistrant chaque montée de panique. Notez l'heure, entendit-elle sa voix quelque part dans l'obscurité. Le sujet manifeste une réponse de stress aigu. Des données exceptionnelles pour l'étude sur la peur. La scène se mit à tourner autour d'elle. Le loup entra. Marcus avait réécrit le texte pour qu'il soit plus sombre, plus angoissant. L'élève qui jouait le loup portait un masque bien plus réaliste et terrifiant que ce que l'on voit d'habitude dans les pièces d'école. Petite fille, grogna le loup, en prononçant des mots sortis de l'imagination de Marcus. Ne sais-tu pas ce qui arrive aux enfants qui s'aventurent seuls? Ne sais-tu pas quelles ténèbres rôdent dans ces bois? Le cœur de Sophie battait à tout rompre, la cape pesait de plus en plus, les projecteurs éblouissants lui faisaient perdre ses repères. Ses lignes se brouillaient dans sa tête. Du fond de la salle, le léger bourdonnement des caméras de Marcus continuait, capturant chaque instant de sa panique naissante. Notez le temps, entendit-elle encore sa voix. Le sujet manifeste des signes de détresse au-delà de la simple tracasserie de scène. Sophie s'enfuit soudain, quittant la scène, traversant les coulisses et le couloir, la cape lourde glissant derrière elle comme un fardeau. Elle entendit l'agitation dans l'auditorium, les pas pressés de ceux qui la poursuivaient. Ne coupez pas les caméras, lança la voix de Marcus qui résonna dans le couloir. C'est un matériel d'observation inestimable. Ils la retrouvèrent dans les toilettes des filles, recroquevillée dans un coin, le corps secoué de tremblements. Claire essaya de la calmer, tandis que Marcus restait sur le pas de la porte, parlant doucement à son enregistreur. Le sujet manifeste une réponse de panique classique en situation publique. Notez la corrélation entre la pression de performance et le seuil d'anxiété. Recommandation, augmenter l'intensité de l'exposition à la prochaine phase. Le lendemain, Marcus eut un long entretien avec le directeur. Au terme de la discussion, il obtint l'autorisation d'installer des caméras dans la classe de Sophie pour une étude à visée éducative, expliqua-t-il aux parents inquiets, un sourire professionnel aux lèvres. Observatrice, Sophie avait appris à rester immobile en classe, à garder un visage neutre, sachant que chaque expression, chaque mouvement était capturé, analysé et documenté dans la collection toujours grandissante de Marcus, de notes de recherche. Au-dessus de son bureau, une petite lumière rouge clignotait régulièrement, enregistrant tout pour la science. Mademoiselle Roberts, la conseillère scolaire, avait un bureau rempli de couleurs douces et de jouets moelleux, tout conçu pour que les enfants se sentent en sécurité et écoutés. Sophie était assise dans un large pouf, fixant le bac à sable sur la petite table devant elle. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» demanda mademoiselle Roberts d'une voix chaleureuse et encourageante. Elle avait remarqué que Sophie restait près de son bureau pendant les pauses déjeuner, regardant la porte d'un air anxieux. Sophie prit une petite figurine dans le bac à sable, une fille en robe rouge, et l'enterra jusqu'au cou dans le sable. « C'est à propos de Marcus, chuchota-t-elle, sans lever les yeux. Mon beau-père, le docteur Sullivan. » Mademoiselle Roberts se pencha légèrement en avant. « Il a fait un travail formidable avec notre école. Le principal parle très bien de ses recherches. Les doigts de Sophie tremblèrent en enfonçant la figurine plus profondément dans le sable. Il fait des choses, des expériences. Des expériences? Répéta doucement mademoiselle Roberts, en gardant une voix professionnelle. Quel genre d'expérience, Sophie? Les mots sortirent en cascade. Le placard, les miroirs, la disparition de Whisker, le thé, les caméras. En parlant, Sophie enterrait et déterrait sans cesse la petite figurine, incapable de regarder le visage de mademoiselle Roberts. Il dit que c'est pour la science, termina Sophie d'une voix à peine audible, mais j'ai l'impression que c'est mal. Mademoiselle Roberts resta silencieuse un long moment, étudiant ses notes. Ce que tu dis est très sérieux, Sophie. Je vais devoir en discuter avec le docteur Sullivan, bien sûr. Non.
La tête de Sophie se releva d'un coup, la panique dans ses yeux. « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas lui dire. Je viens déjà de lui envoyer un message, dit mademoiselle Roberts en consultant son téléphone. En fait, il est en route. Nous devons gérer cela correctement. » 20 minutes plus tard, Marcus était assis dans le bureau de mademoiselle Roberts, sa présence rendant soudain cet espace douillet froid et clinique. Il avait apporté son carnet de notes, bien sûr, et un dossier épais intitulé « Sujet S. Schémas comportementaux ». « Je suis tellement content que vous m'ayez appelé », dit-il en souriant à mademoiselle Roberts. Le cas de Sophie est particulièrement fascinant d'un point de vue de la recherche. Ce que vous interprétez comme un comportement inquiétant fait en réalité partie d'une étude révolutionnaire sur les réponses au traumatisme chez l'enfant. Il ouvrit le dossier, étalant des feuilles couvertes de textes académiques denses et de graphiques. Vous voyez, les enfants qui ont subi une perte développent souvent des structures fantaisistes complexes. Les séances de placard sont une thérapie d'exposition contrôlée à l'anxiété. Les miroirs, un exercice standard de conscience de soi. Tout est méticuleusement documenté et approuvé par mon conseil de recherche. Sophie était figée dans le pouf tandis que Marcus réfutait chacune de ses peurs avec une terminologie scientifique et une autorité professionnelle. Elle vit le visage de mademoiselle Roberts passer de l'inquiétude à l'embarras à mesure que Marcus parlait. En fait, reprit-il, cet incident même fournit des données précieuses pour mon étude sur les comportements de recherche d'attention chez les enfants en deuil. Sophie nous aide à comprendre comment le traumatisme se manifeste en milieu scolaire. Je n'en avais aucune idée, dit mademoiselle Roberts, l'air confus. Vos travaux semblent passionnants, docteur Sullivan, je suis désolé pour toute insinuation. Pas du tout, répondit Marcus en souriant, prenant une note dans son carnet. Ces malentendus offrent d'excellentes opportunités de recherche. Maintenant, Sophie, voulons-nous discuter de la raison pour laquelle tu as ressenti le besoin de créer ces récits élaborés ? Le trajet du retour se fit en silence. Ce soir-là, dans son bureau, Sophie entendit Marcus au téléphone avec Claire. Oui, un comportement complètement normal pour son âge. Non, la conseillère scolaire comprend maintenant. En fait, cet incident fournit d'excellentes données pour mes recherches. Je recommande d'augmenter nos séances de thérapie privée pour mieux documenter ses réactions. Plus tard, alors qu'elle était couchée, Sophie l'entendit à l'étage, parlant dans son enregistreur. Le sujet démontre une initiative inattendue en cherchant une intervention extérieure. Notez la possible corrélation avec l'augmentation récente de l'intensité du stimulus. Recommandez la mise en place de protocoles d'isolement renforcé et l'accélération de la phase 3 de l'étude. Le lendemain, une nouvelle caméra apparut dans sa chambre, sa lumière rouge clignotant sans relâche toute la nuit. Sur son bureau, Marcus avait laissé un mot rédigé de son écriture précise, pour la science. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'incident avec la conseillère lorsqu'un samedi matin, Cathy apparut à leur porte d'entrée. Sophie était en train de disposer son assiette de petit déjeuner selon le « standard de documentation nutritionnelle appropriée » de Marcus quand elle entendit la sonnette. « Sophie ?» La voix de Cathy résonna dans le foyer. « Maman me laisse te rapporter ton livre de science. Je peux rester un petit moment. » Le cœur de Sophie bondit et chuta en même temps. À travers le miroir du couloir, l'un des nombreux que Marcus avait installé, elle le vit sortir de son bureau, bloc-notes déjà en main. Variable sociale introduite de manière inattendue pendant la période d'isolement contrôlé, murmura-t-il en cliquant son stylo. Intéressant. Cathy entra dans la cuisine puis s'arrêta net. Elle était venue pour la dernière fois avant l'incident du thé, avant que Marcus ne transforme leur maison en ce qu'il appelait son environnement de recherche. Ses yeux allaient des caméras fixées dans les coins, au miroir sur chaque mur, puis au tableau de comportement détaillé que Marcus tenait affiché près du réfrigérateur. « Waouh !» murmura Cathy. « Ta maison a changé. Nous avons adapté l'environnement pour des conditions de recherche optimales, expliqua Marcus en se dirigeant vers le comptoir de la cuisine où se trouvait le service à thé bleu familier. Une synchronisation parfaite, en fait. Je documente les effets à long terme de la réintégration sociale après un isolement contrôlé. Aimeriez-vous du thé, les filles ? Sophie regardait avec horreur Marcus saisir la théière, la même qu'il avait utilisée quelques mois plus tôt. Ses yeux étaient rivés à ses gestes méthodiques, mesurer l'eau, ajouter son mélange spécial, vérifier la température avec une précision scientifique. Le sujet manifeste une réaction de stress aigu face à la réintroduction du stimulus, dictait-il doucement dans son enregistreur. Notez la dilatation des pupilles, l'augmentation du rythme respiratoire. Cathy, souffla Sophie,
Peut-être que tu devrais. Mais Cathy regardait déjà Marcus préparer le thé avec des yeux curieux. C'est le même que la dernière fois? Maman a dit que j'étais vraiment tombé malade, mais je ne m'en souviens pas très bien. Une formule améliorée, répondit Marcus en souriant, son stylo glissant sur le papier. Le lot précédent nous a donné d'excellentes données de référence, mais cette version devrait produire des résultats plus quantifiables. Sophie voyait la scène se répéter, la préparation minutieuse, l'observation scientifique, la confiance aveugle de Cathy. Dans les miroirs de la cuisine, elle apercevait des fragments de l'expression de Marcus, un intérêt clinique, un détachement fascinant, l'excitation froide d'un chercheur à la veille d'une percée. « Arrête !» Le mot jaillit de la bouche de Sophie avant qu'elle ne puisse se contenir. « Cathy, ne le bois pas, s'il te plaît. » Le stylo de Marcus s'arrêta au milieu d'une phrase. « Intervention intéressante, murmura-t-il. Le sujet démontre une réponse de protection malgré le conditionnement. » Cathy les regardait tour à tour, la confusion se lisant sur son visage. « Sophie, qu'est-ce qu'il y a ? » Les yeux de Sophie se posèrent sur les caméras, les miroirs, le bloc-notes toujours présent de Marcus. « Tu es tombé malade la dernière fois, vraiment malade. » Et lui, il t'observait, il prenait des notes, pour ses recherches. « Maintenant, Sophie !» La voix de Marcus prit le ton suave et professionnel qu'il utilisait avec les adultes. « Tu interprètes mal des protocoles de recherche standards. » La précédente réaction de Cathy était un malheureux épisode d'intoxication alimentaire, comme nous l'avons expliqué à ses parents. Mais Cathy reculait déjà, s'éloignant de la tasse de thé, regardant la cuisine avec un œil nouveau. « C'est bizarre, dit-elle doucement. Vraiment bizarre. Je devrais partir. » Fascinant, nota Marcus en parlant dans son enregistreur. Le sujet secondaire manifeste une conscience aiguë de la situation. L'intervention du sujet principal crée une variable inattendue dans l'étude de réintégration sociale. Après la fuite de Cathy, Sophie sut qu'elle devait agir. Elle avait vu Marcus préparer un autre lot de thé, l'avait entendu parler de l'extension du groupe d'études. Cette nuit-là, elle se dirigea vers le téléphone pendant qu'il était dans son bureau, et composa le 911 de ses doigts tremblants. « Urgence », répondit une voix fatiguée. « S'il vous plaît », murmura Sophie, « mon beau-père, il fait des expériences, il fait boire des choses aux gens, il m'enferme dans le noir, il... » « C'est un canular ?» coupa la standardiste. « Petite, on t'a déjà dit que faire de fausses déclarations est très grave. »« Mais je ne mens pas. La dernière fois, vous ne m'avez pas cru à propos du thé, et puis Cathy est tombée malade, et maintenant il va recommencer. » « Je signale ce numéro pour usage abusif des services d'urgence, » répondit fermement l'opératrice. « Si tu as besoin d'attention, il y a d'autres façons de l'obtenir. » Sophie raccrocha, les larmes coulant sur ses joues. À travers le miroir du couloir, elle vit Marcus se tenir derrière elle, carnet en main. Tentative d'intervention échouée, nota-t-il calmement. Le sujet manifeste une résistance croissante au protocole de recherche. Recommander la mise en œuvre immédiate de la phase 4. Le « grand nettoyage de printemps » fut une idée de Marcus, bien sûr. Chaque mouvement devait être documenté, chaque objet jeté devait être photographié et consigné. Sophie se tenait sur le seuil de son bureau, un chiffon à la main, le regardant ajuster ses caméras avant de partir pour une conférence. « Documente tout ce que tu nettoies », ordonna-t-il en vérifiant une dernière fois son équipement. La relation entre l'organisation de l'environnement et l'état psychologique est un aspect crucial de mes recherches. Il s'arrêta sur le pas de la porte. « Et Sophie, mon bureau fait maintenant partie de tes tâches de nettoyage. Pour la science. » C'était la première fois qu'on l'autorisait à y entrer seule. D'ordinaire, elle n'y allait que pour les séances, le placard, les miroirs, la documentation sans fin de ses peurs. À présent, munie de son chiffon, Sophie commença à explorer l'espace qui hantait ses cauchemars. Le bureau avait une allure différente à la lumière du jour. Des dossiers tapissaient les murs, chacun étiqueté avec les initiales d'enfants et des dates. Le plus grand meuble à dossier portait la mention « Sujet S étude principale ». Derrière le bureau, l'ordinateur portable, celui que Sophie l'avait vu utiliser à chaque séance pour enregistrer chaque larme, chaque tremblement, chaque supplication. Sophie n'avait pas prévu de fouiller, mais alors qu'elle dépoussiérait le bureau, l'écran de l'ordinateur s'alluma, demandant un mot de passe. Ses doigts bougèrent sans qu'elle y pense, tapant ce qu'elle l'avait vu entrer d'innombrables fois en enregistrant ses progrès. Elle murmura. « Studi 2025 ?» L'écran s'ouvrit sur un dossier intitulé « Project Whisper ». À l'intérieur, des centaines de fichiers vidéo apparurent. Sophie en ouvrit un au hasard,
on la voyait enfermée dans le placard, appelant dans le noir. La voix de Marcus résonnait clairement. Le sujet manifeste une réponse de stress croissante à 14 minutes. Notez la corrélation entre la durée de l'obscurité et le niveau d'anxiété. Un autre fichier montrait Sophie entourée de miroirs, en pleurs, tandis que ses reflets semblaient la railler. Réponse dissociative atteinte à 22 minutes, données excellentes pour l'étude de la dissolution de l'identité. Fichier après fichier, tout documentait chaque séance, chaque thérapie, chaque instant de peur et de confusion. Mais c'étaient les documents écrits qui firent glacer le sang de Sophie. Project Whisper, étude approfondie sur le traumatisme provoqué chez l'enfant. Méthodologie, exposition systématique à des stimuli de peur contrôlés. Sélection du sujet. Sujet principal S, choisi pour ses facteurs de vulnérabilité optimaux. Perte paternelle récente, mère isolée, sensibilité émotionnelle élevée. Objectif, documenter le développement de la réponse au traumatisme en conditions contrôlées. Sophie lut comment il avait sélectionné sa mère, choisi leur famille spécifiquement pour ses recherches, comment chaque moment depuis son arrivée dans leur vie avait été calculé, mesuré, consigné. Les incidents avec le thé, les séances de placard, la disparition de Whisker, tout soigneusement planifié pour son étude, qu'il appelait la culture de la peur. Par la fenêtre du bureau, elle vit la Tesla de Marcus revenir dans l'allée, il avait oublié quelque chose, il revenait plus tôt. Dans les secondes avant que la panique ne la submerge, le regard de Sophie tomba sur le port USB de l'ordinateur portable. La clé était petite, rouge, un cadeau de Noël de son père des années plus tôt, qu'elle gardait sur son porte-clés. Les mains tremblantes, elle l'inséra, copiant les fichiers les plus accablants, vidéos, documents, notes de recherche. Elle entendit des pas dans l'escalier. Sophie arracha la clé, la glissa dans sa poche et reprit son chiffon, feignant de dépoussiérer. Quand Marcus ouvrit la porte, elle nettoyait la bibliothèque, veillant à lui tourner le dos pour qu'il ne voie pas son visage. « Intéressant », murmura-t-il en prenant son carnet. Le sujet manifeste une tension inhabituelle pendant une tâche assignée. Notez la possible corrélation avec un accès non autorisé au bureau. Cette nuit-là, écoutant ses pas au-dessus de sa chambre, Sophie prit sa décision. Elle serra la clé USB sous son oreiller et attrapa le téléphone, composant une dernière fois le 911. Elle savait qu'on ne la croirait pas si elle parlait des expériences, on ne l'avait jamais cru. Mais cette fois, elle avait une autre histoire à raconter. « S'il vous plaît » murmura-t-elle au téléphone. « Mon beau-père veut me faire du mal. » À travers la bouche d'aération, elle entendit Marcus dans son bureau. Début de la phase finale du Project Whisper. La résistance du sujet indique qu'il est prêt pour l'aboutissement de l'étude sur la réponse au traumatisme. Sophie cacha la clé USB derrière la plainte mal fixée, à l'endroit où elle avait déjà vu Marcus dissimuler des objets. Puis elle attendit, entendant au loin la sirène se rapprocher, sachant que cette fois, elle avait une preuve. Cette fois, quelqu'un serait obligé de la croire. L'intervention de la police fut immédiate et impressionnante. Les gyrophares rouges et bleus inondèrent Marlborough Street alors que plusieurs unités encerclaient la maison. L'officier Sarachin dirigeait l'équipe, habitué aux fausses alertes, mais il y avait quelque chose dans la voix de l'enfant qui avait retenu son attention. À l'intérieur, ils trouvèrent Marcus Sullivan dans son bureau, étonnamment calme, tendant déjà ses diplômes. « Il semble y avoir un malentendu », commença-t-il avec son sourire professionnel. « Je suis pédopsychiatre et je mène des recherches autorisées. » Mais Sophie courait déjà. Pendant que les officiers sécurisaient la maison, elle se précipita dans sa chambre et arracha la plainte, les mains tremblantes. La petite clé USB rouge lui parut minuscule lorsqu'elle la serra dans sa paume et la tendit à l'officier Chin. « Regardez, s'il vous plaît » chuchota-t-elle. Ce qui s'ensuivit fut le démantèlement systématique de la façade soigneusement construite par Marcus Sullivan. L'ordinateur portable, saisi comme preuve, révéla la vraie nature de Project Whisper, vidéos, documents, notes de recherche, tous répertoriant méthodiquement la façon dont il avait traumatisé une fillette de 7 ans sous couvert de recherche scientifique. Le sujet manifeste une réponse de peur accrue face aux stimuli contrôlés, résonnait la voix clinique de Marcus pendant que les détectives examinaient les enregistrements. Recommander l'augmentation des paramètres d'isolement. L'enquête révéla plus que la souffrance de Sophie. Dans des fichiers cryptés, on trouva des propositions pour élargir le projet, des plans visant à recruter davantage de sujets parmi des familles vulnérables. Marcus préparait une étude à grande échelle, utilisant Sophie comme preuve de concept. Claire s'effondra en voyant les preuves, son monde s'écroulant lorsqu'elle comprit à quel point elle avait été manipulée.
Il disait que c'était une thérapie, répétait-elle en serrant Sophie contre elle. Il disait qu'il nous aidait à guérir. Marcus, lui, resta étrangement impassible au moment de son arrestation, parlant à un enregistreur imaginaire. Notez le développement intéressant dans le paradigme de la réponse du sujet. L'intervention des forces de l'ordre fournit une variable inattendue dans l'étude du traumatisme. 6 mois plus tard, Sophie se trouvait dans le cabinet d'une vraie thérapeute, un lieu chaleureux et sûr, sans caméra ni miroir. La docteure Sarah Martinez, spécialiste de l'aide aux enfants victimes de traumatisme, procédait avec douceur et transparence. « Tu sais ce qu'il y a de plus courageux, Sophie ?» lui demanda-t-elle un jour. « Tu as compris que quelque chose n'allait pas, et tu as persévéré jusqu'à ce que quelqu'un t'écoute. C'est ça, le vrai courage. » L'audience préliminaire révéla l'étendue du plan de Marcus. Ces recherches, jugées moralement révoltantes par l'ordre des médecins, visaient à étayer une théorie controversée sur le rôle du traumatisme dans le développement de l'enfant. Sophie en avait été le cobaye, sa souffrance méticuleusement répertoriée pour soutenir son hypothèse. D'une certaine façon, déclara la détective Chin à Claire, ton dernier appel à sauver plus que ta propre fille. Il avait des dossiers sur d'autres enfants, d'autres familles vulnérables qu'il comptait infiltrer. 1 an plus tard, Sophie se retrouva devant un tout autre public, la cérémonie annuelle de remise de prix du département de police de Boston. Elle reçut une distinction spéciale pour son courage, son histoire ayant contribué à établir de nouveaux protocoles pour gérer les appels d'urgence d'enfants. Parfois, dit-elle d'une voix menue mais assurée, les monstres les plus effrayants sont ceux qui prennent des notes. Dans sa nouvelle chambre, sans caméra ni miroir, Sophie gardait une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la clé USB rouge, celle qui lui avait finalement permis de se faire entendre des adultes. À côté, un article de journal parlant de la condamnation de Marcus et de la révocation de sa licence. Et en dessous, un simple mot de la détective Chin, ne cesse jamais de dire la vérité. Quelqu'un finira toujours par t'écouter. Le soir, lorsque les ombres s'allongeaient, Sophie n'entendait plus le grattement du stylo de Marcus ni le vrombissement de caméra cachée. Elle entendait le ronronnement apaisant de Whisker à ses côtés, les pas de sa mère dans le couloir lui apportant du réconfort au lieu de l'anxiété, et le silence bienfaisant d'une maison où personne ne consignait plus ses peurs. Elle n'était plus le sujet S. Elle était juste Sophie, apprenant à redevenir une enfant, un jour après l'autre, sans aucune annotation.